Gérard, mon ami le maire de Villeneuve, a une obsession, une expression qui revient sans arrêt dans sa bouche en ce moment, c'est la taille critique. La taille que ne possède pas sa commune, sa ville, pour s'épargner tous les inconvénients d'être trop petit dans un monde fait pour les grands. Il me dit, t'as qu'à regarder tous ces hôtels particuliers du 17 et 18e chez nous, une grande partie du centre historique est classée, donc on a un peu d'argent quand même pour s'en occuper, mais de moins en moins, et en plus on peut pas y toucher, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ça c'est une autre de ses expressions, il dit toujours ça. Ce que je voulais dire, me dit-il, c'est que jusqu'au milieu du XXe siècle, tu pouvais être dans une petite ville, on se tutoie désormais, hein, et vivre une existence de grands bourgeois urbains, et donc faire vivre les gens autour de toi, mais à présent c'est fini parce que des bourgeois, il y en a pratiquement plus, et surtout parce que les villes voisines, Toulouse, Agen, etc., chassent leurs propres pauvres, et qu'ils atterrissent chez toi, où ils cherchent évidemment immédiatement des aides, des logements pas chers ou gratuits, et où ils pourrissent la vie du centre-ville. Du coup, les riches se barrent, enfin ceux qui restaient, ce qui fait qu'au bout d'une génération, plus personne d'un peu aisé ne veut rester dans un endroit où les clochards se battent à 2 heures du matin entre les façades classées, sans parler du niveau scolaire, des problèmes communautaires, etc. Donc je lui dis en somme, ce que tu voudrais, c'est que ta ville convienne aux bobos pour qu'ils la transforment en annexe du quartier du Marais à Paris. Il me répond exactement. Ce que je voudrais, c'est recevoir de Toulouse les étudiants, les artistes, les petits créateurs de société, et pas les cas sociaux qui disent on fait rien pour nous madame, parce que les on fait rien pour nous madame, quand j'en croise moi dans la rue, et j'en croise tout le temps, je leur réponds, et toi qu'est-ce que tu fais là pour les autres, à part faire marcher le tribunal local et dealer toute la journée? Je vois pas en quoi tu es productif. À force de leur parler comme ça, je lui dis quand même, tu vas te fermer pas mal de portes, les associations, les instances départementales, tout le monde te blâme plus ou moins, tu passes pour un pestiféré dans les médias. Il me dit non, un pestiféré administratif, seulement administratif, parce que les gens, les agents immobiliers notamment, n'attendaient qu'un coup de balai pour recommencer à vendre ces fameux hôtels, etc. Donc j'ai donné le coup de balai, et je les vends, enfin je les fais vendre, mais là j'ai un deuxième problème, c'est que on ne les vend qu'à des Allemands, parce qu'en France, tu as 2 écueils. Le premier, c'est que les petits riches, les riches modestes, sont terrifiés littéralement à l'idée de posséder quelque chose en France, désormais, ils préfèrent investir à Miami. Et l'autre, c'est qu'ils se décident à acheter, quand ils se décident à acheter en France, ils veulent Toulouse ou Bordeaux, pas Villeneuve évidemment. Donc lui dis-je, tu as une solution pour boboiser un peu ta ville? Il me dit oui, j'en ai plusieurs, mais ça va être assez serré. Et là j'ai prêté l'oreille, parce qu'il m'a fait une petite prophétie. Ça, j'adore les prophéties. Il m'a dit, je vais être vedettisé avant les municipales, parce que je suis l'un des rares chez qui ça marche. Donc il faut évidemment me casser médiatiquement, il faut faire des micro-trottoirs à l'approche du scrutin pour faire dire aux gens que je suis nul, mais tu vas passer quand même, lui dis-je. Il me répond évidemment que je vais passer, mais j'ai aucun souci là-dessus, mais il s'agit de désherber autour de moi, en quelque sorte, de dissuader les gens de prôner mes méthodes et mes valeurs. Donc, lui dis-je, tu as bon espoir de l'emporter. Je vais l'emporter, me répète-t-il, mais autour de moi, ça se passe en 3 étapes. Première étape, nationalement, tout le monde en dit, en effet, n'empêche, regarde Gérard à Villeneuve, il se débrouille bien, il a redressé sa ville. Ensuite, tu fais venir le Gérard, moi, sur tous les plateaux, pour qu'il se discrédite en étant désagréable et de mauvaise humeur. Manque de peau, les gens voient bien que je suis sincère, assez gentil de nature, et que j'aime ce que je fais, et en plus, je n'aime pas l'argent. Et en plus, je dis les choses contrairement aux macroniens qui sont toujours sournois, coincés, et le plus souvent cupides. Troisième étape, le type, moi, là, qui te donne des leçons de gestion municipale, tu t'arranges pour lui coller une affaire douteuse. Mais, manque de peau, avec moi, ça fait 5 ans que je m'y prépare, tu peux pas me reprocher le moindre truc, même pas d'avoir eu la main leste avec une stagiaire, c'est pas mon genre. Donc, lui dis-je, donc je vais devenir chef de l'opposition avant les municipales, sauf s'il trouve un truc vraiment inédit, du genre enregistrement pirate d'une conversation privée en 1980, mais j'ai dit jamais rien à personne, il faudra qu'il remonte à mes années d'étudiant, et encore, à l'époque, j'étais de gauche. Donc, ils sont vraiment mal barrés, et moi, je suis assez confiant. Je lui ai touché le coude et je lui ai dit, moi aussi. À bientôt, abonnez-vous, merci.
Je profite encore de la présence devenue trop rare de notre instituteur socialiste en vacances, ex-socialiste en vacances, celui qui vit désormais principalement sur la côte, et je vous fais bénéficier, avant d'oublier, de ses réflexions sur les questions du moment qui le touchent, c'est-à-dire en l'occurrence liées à l'enfance, à la jeunesse, etc. Il a été particulièrement choqué de voir que la moitié du monde occidental s'aplatissait devant une gamine suédoise à l'air un peu renfrogné, c'est moins qu'on puisse dire, et il m'a dit carrément, moi quand je voyais ce genre de caractère dans une de mes classes, et j'en ai eu, je leur disais, t'es bien gentil, mais si tu me fais la gueule parce que je fais pas assez attention à toi, ça va pas s'arranger parce que je vais t'ignorer complètement. J'en ai connu 2 ou 3, des enfants comme ça, me dit-il, plus intelligents que la moyenne, c'est certain, mais qui disent tout le temps « moi j'aime pas », etc. Alors ça, c'est extrêmement fatigant. Celle à laquelle je pense, me dit-il, ressemblait d'ailleurs assez bien à la fameuse suédoise, elle avait même des nattes. Et j'ai un peu vu comment sa mère la traitait. Elle lui disait à table, avant de lui servir quoi que ce soit à manger, « je ne sais pas si tu vas aimer ». Je te laisse deviner évidemment ce qu'elle répondait. Donc toute notre société en est là en ce moment, elle passe son temps à dire aux gens et aux enfants notamment, je ne sais pas si ce qu'on va vous proposer va vous convenir. Mais bon Dieu, mais nous quand on avait 10 ans, on proposait rien à la jeunesse, on lui disait ce qu'il fallait faire, puis elle le faisait, c'est tout. Alors moi j'adore ce genre de caractère parce que quand vous les laissez parler comme ça, ils s'auto-excitent et en plus lui avec l'âge il avait contracté une espèce de petite veine à la tempe qui gonflait avec la colère. Elle était très apparente ce jour-là et il a continué en me disant c'est comme à la radio maintenant, la grande mode c'est de réunir 4, 5, 10 enfants de 10 ans pour traiter des problèmes de l'heure et pour leur demander à ton avis qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est pas seulement valable pour l'écologie me dit-il, c'est pour tout. C'est censé rafraîchir le jugement des adultes ou je ne sais quoi. Selon le principe, la vérité sort de la bouche des enfants. Si on se contentait de leur demander la vérité, passe encore. D'ailleurs, je te fais observer que dans le proverbe, là, il ne s'agit pas de demander aux enfants comment il faudrait gouverner. Il s'agit de souligner que les enfants ne savent pas mentir sur certaines choses. Donc, la pratique sociale en ce moment détourne le sens d'un proverbe sensé, à savoir qu'un enfant ne calcule pas assez, qu'il dit les choses sans détour, qu'il n'est pas hypocrite, on peut donc s'appuyer sur lui pour débusquer les menteurs. Et ce premier sens du proverbe a été entièrement perverti par les journalistes. Maintenant, ils te font passer les enfants non pour ceux qui débusquent le mensonge, mais pour ceux qui détiennent la vérité. Ils deviennent donc carrément des oracles. En plus, en l'occurrence, la petite suédoise là se plante complètement. J'aimerais bien que pendant qu'elle nous bassine avec son réchauffement, un volcan se mette à péter en Indonésie ou en Islande et hop, moins 30 degrés tous les hivers pendant 10 ans, ça la calmerait. Et je te fais observer, me dit-il, que les pseudo-scientifiques n'évoquent pas non plus jamais cette possibilité qui est pourtant probable parce que la nature sait se défendre et qu'elle va nous sortir un truc de ce genre, un jour ou l'autre, tu vas voir. Je ne sais pas si tu as vu cette petite hystérique à l'ONU en train d'engueuler les présidents, mais il y a un moment où la moitié des gens comme moi ont eu envie de lui crier « Mais allez, va, monte dans ta chambre et ferme-la !» En plus, les journalistes infantilisent tout, la définition des problèmes, la réaction de ceux à qui on les explique. Tout ça se passe sur le plan de l'émotion. On réclame sur des questions complexes une adhésion affective qui n'a rien à voir avec la réflexion, qui est plutôt du genre « je te flaire le derrière, et toi tu flaires le mien », comme ça on est une meute de chiens, on se reconnaît à l'odeur de la bien-pensance en l'occurrence. Et ben les gens comme moi, qui ont le nez fin, trouvent que ça commence à puer sérieusement. Quand j'entends parler cette gamine-là, j'ai envie de m'asperger d'autres colonnes, littéralement. Pourquoi, me dit-il, tu n'en parles pas dans ta rubrique? Je lui dis, c'est comme si c'était fait. Abonnez-vous, merci. Décidément, je ne me lasse pas d'écouter l'ancien instituteur de Campagnol qui a bien des soucis familiaux en ce moment et qui donc voit la vie un peu en noir. Il se répand contre tout ce qui va à l'encontre des valeurs qu'il a promues toute sa vie, on peut le comprendre, à commencer par une syntaxe correcte. Il me dit, quand une ministre de la Santé, il me répète, quand une ministre de la Santé dit les mesures sur lesquelles nous avons réfléchi, et qu'elle le répète 3 fois, elle révèle une insuffisance épouvantable. Il y a 50 ans, elle aurait même pas eu la première année de médecine, me dit-il. Alors je lui raconte qu'il y a 40 ans, un peu moins peut-être, il existait, j'en ai été témoin, un salon
des écrivains médecins à Paris qui se situaient dans un lieu prestigieux près de la Concorde et il y avait à l'époque plus de 100 professeurs de médecine, des chefs de services scientifiques, des spécialistes en génétique ou en neurologie qui venaient signer leur biographie de Mazarin ou leur série romanesque en 8 volumes. Et dans ce monde assez bourgeois, on rappelait volontiers la double vocation de médecin et d'écrivain de Céline. On soulignait la coïncidence entre médecine et humanisme littéraire, etc. L'instituteur a repris la balle au bond, et la première partie de son propos, on l'imagine, c'était « rien n'est plus comme avant ». Impensable aujourd'hui d'organiser un salon médecine et littérature. Il y avait bien Ruffin et 2 ou 3 autres, mais l'effectif tenait désormais sur une estrade, et une fois de plus, il s'est, mon ami instituteur, auto-énervé pour nous dire finalement, ça me rappelle un débat auquel j'ai assisté l'autre jour à la télévision entre une fille d'origine africaine avec des cheveux tout en brosse là et l'académicien Finkielkraut, un dialogue de sourds bien entendu, mais il y en avait une qui était nettement plus sourde que l'autre. L'académicien, lui, parlait de l'usage de la langue, de la façon de décrire le monde qui s'était extraordinairement appauvri. Il disait que la meilleure méthode d'intégration pour une population nouvellement arrivée, c'était la pratique de la langue du pays d'accueil. Et l'autre, la fille, avec sa touffe au sommet du crâne, lui disait « Aujourd'hui, la poésie, c'est le rap ». Et là, au lieu d'en rester au niveau « ma vérité contre la tienne », l'académicien a essayé de raisonner, me raconte mon instituteur, là, ça faisait vraiment beaucoup de peine. Il a commencé à dire « écoutez, il y a peut-être des choses qui relèvent de la poésie dans le rap, mais que je sache, la poésie, pour la moitié au moins, c'est un rapport avec le mystère de la nature, c'est une attention portée à la beauté des arbres, des animaux, des montagnes, des rivières. Or, le rap dont vous me parlez, là, en admettant que ce soit une poésie, c'est un truc uniquement urbain. » Là, je me permets d'intervenir à titre personnel. Je ne sais pas comment la discussion à la télévision s'est terminée, mais je saisis la balle au bond pour montrer à quel point nous sommes dans le sujet campagnol, car nous sommes une moitié de Français en ce moment à habiter 90% du territoire où l'on entend le chant du coq le matin, et la supposée poésie urbaine nous laisse strictement indifférents dans le meilleur cas, et dans le pire, elle nous oppresse carrément. Nous sommes, nous, campagnards, victimes d'une occupation de tout l'espace médiatique, tout le temps, par les questions urbaines. Tout l'imaginaire social est désormais tourné vers le béton et vers le métro. Et quand on nous vante les mérites d'une voiture à la télé, le slogan c'est « Drive Together » et la pub est tournée à Philadelphie, d'abord devant des façades de verre et d'acier, ensuite devant des murs tagués et des panneaux de basket dans une banlieue américaine. Quant à la poésie, comme le soulignait Finkielkraut, elle a une vocation à décrire et à interpréter le monde tout entier, c'est-à-dire 90%, à 90%, un monde où on regarde les arbres, les nuages, les rivages, les montagnes, et pas un monde de gens qui sortent d'une salle de sport pour entrer dans une boîte de nuit ou dans une Mercedes. Et là, je rends la parole à l'ami instituteur pour les stockades. Il a dit « le rap, je veux bien », mais comme a dit l'académicien, qui commence par lire Lamartine. Et même à un moment, je me suis dit devant ma télé, l'autre, là, cette fille, va répondre que dans la poésie, il y a de la place pour tout le monde, pour les rappeurs, et aussi pour cette Martine, pourquoi pas. Mais elle l'a pas dit, c'est dommage. J'ai reçu 2 lettres qui allaient dans le même sens et qui m'ont incité à revenir sur cette publicité dont je vous ai parlé récemment, celle où l'on voyait une grand-mère en train de feindre le mauvais signal téléphonique en campagne pour inciter sa petite fille à venir la voir. Les 2 lettres de spectatrices de cette chronique insistaient sur le fait que la dissimulation, le mensonge, même bénin comme ça, était devenu la base de bien des publicités aujourd'hui. Et c'est assez vrai, assez bien observé. Je me suis souvenu aussitôt d'une autre série de publicités pour une voiture dont les protagonistes mentent à leurs amis comme ça pour obtenir le droit de la conduire. De genre, mon mari veut me quitter, il faut absolument que j'aille voir ma sœur, la fille pleure, est-ce que tu me prêtes ta voiture? Et le slogan était, on est vraiment prêt à tout pour conduire la nouvelle machin. Alors évidemment, tout ça va vous paraître très bénin, mais c'est l'accumulation des mêmes situations où l'on abuse comme ça d'autrui qui est présentée comme allant de soi, qui est un peu gênante tout de même, et puisque je me mêle ici de montrer du doigt sans appuyer trop certaines choses anormales, celle-là me paraît le mériter. Le fait de berner les gens autour de soi pour en obtenir ce qu'on veut est devenu une valeur sûre, une valeur qui vient du commerce, et la publicité reflète ça en permanence.
C'est pareil quand on met en avant des qualités qu'on n'a pas. Tout le monde vous dira, par exemple dans le milieu de la pub, que quand vous avez un produit très artificiel à vendre, il faut le faire passer pour naturel. Quand vous n'avez aucun égard pour le client, il faut lui dire que vous le traitez en citoyen, en ami, en VIP, etc. Alors pourquoi certaines évidences de ce genre sont-elles rappelées ici? Parce que la politique, qui est désormais issue du commerce pratiquement tout le temps, pratique les mêmes méthodes. D'abord, elle vous vend de préférence ce qu'elle ne fait pas. Par exemple, quand le Conseil général appose des panneaux au bord d'un chantier qui disent « Ici, l'État investit pour votre avenir », il ne dit pas « Il investit pour engraisser Vinci ou Veolia » parce qu'en fait, votre avenir, c'est 10 ans de dette en plus, des impôts majorés pour des travaux dont on aurait pu se passer. Non, ça, évidemment, il ne va pas vous le dire. Mais surtout, vous avez un condensé des méthodes commerciales les plus douteuses dans la façon dont le président de la République va faire régulièrement à la télévision la promotion de ces mesures en trompe-l'œil. Vous avez vraiment l'impression d'être tombé dans une réunion portes ouvertes chez un constructeur automobile. Le vendeur est là, au milieu de tout le monde, en bras de chemise, et puis il empile les ristournes, les options, et à la fin, vous n'avez plus aucune idée du coût réel du véhicule. Comme le buffet campagnard est gratuit, il vient vous taper dans le dos pour vous dire « il y a un stand à la sortie pour prendre des précommandes ». Quand on examine à la loupe la plupart des mesures prises par le pouvoir pour satisfaire l'opinion récemment, là, ça consiste très souvent à faire semblant d'habiller Pierre pendant qu'on déshabille Paul. Les taux sont calculés pour rattraper en douce ce qu'on vient d'accorder à grands frais. Les avantages ont toujours une contrepartie. On vous reprend immédiatement ce qu'on vient de vous donner. C'est tellement systématique que les gens ne croient plus à rien. Mais le comble, le bouquet absolu, c'est quand le président se plaint de tout ça en public en disant « je ne comprends pas », les gens n'ont plus confiance. L'opinion est devenue injuste avec nous, dit-il. On est obligé de relancer le contrat social en permanence. Et là, les gens de la France profonde ont envie de lui répondre. Ce n'est pas les termes du contrat qu'il faut changer, qu'il faut tourner autrement pour mieux appâter le client. C'est cesser de prendre les gens pour des clients, justement. C'est revenir à la question, qui suis-je? Est-ce qu'on peut me réduire à mes besoins? Et surtout, pour qu'on ose me prendre pour un con à ce point-là, est-ce que je ne suis pas en train d'en devenir un? Abonnez-vous, merci. Je vous ai parlé de ce visiteur médical qui vit dans le pays en vendant du matériel remboursé par la Sécu, qui vit assez mal, devrais-je préciser. Le seul critère qui lui permet de faire ses affaires devient la proximité, la livraison, le service après-vente, ce qui fait que mon petit revendeur là reçoit souvent des directeurs d'EHPAD, d'établissements pour personnes âgées dépendantes, avec qui il travaille, et il les reçoit au restaurant local autour d'un menu à 16,50. Et donc ce jour-là, il en recevait deux, assez jeunes, assez méritants, parce que diriger un EHPAD en campagne aujourd'hui, c'est à la fois difficile et impopulaire. La presse parle volontiers de mouroirs, de maltraitance, etc., alors que ça concerne évidemment un pourcentage minuscule de ces établissements. Les autres se débrouillent avec courage et leur personnel hausse les épaules en vous disant tous ces journalistes ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ce jour-là, ils ont haussé les épaules doublement, encore plus haut, parce que le premier d'entre ceux qui ne savaient pas de quoi ils parlent, eh bien c'était le président de la République. Je m'explique, parce que l'un de ces deux directeurs d'EHPAD avait tenu à regarder de bout en bout la rencontre à la télévision entre le président de la République et les gens qu'il avait triés sur le volet, là, pour lui poser des questions sur la retraite. Alors déjà, ce jeune homme, le directeur d'EHPAD, assez fâché contre ce qu'il avait vu, m'a pris à témoin pour me dire « ça commençait mal, la première phrase de Macron a été « vous pouvez vérifier, j'ai demandé au Midi Libre de sélectionner des lecteurs pour qu'on puisse se parler sans filtre ». Donc déjà, il racontait n'importe quoi, parce que sélectionner des lecteurs, c'est quand même les filtrer, que je sache. Ensuite, le mec, me dit-il toujours, il fallait l'entendre, punaise, mais quelle assurance, alors qu'il n'y connaît strictement rien. Alors là, vous excuserez ce fougueux directeur d'EHPAD qui m'avait tout l'air d'un mâle dominant, mais à bien des égards, j'ai eu l'impression qu'il désignait le gros défaut d'Emmanuel Macron, qui est justement de se présenter partout en dominant, qui cherche la bagarre,
Ce qui fait que tous les autres mâles présents, qui connaissent leur métier, eux, ne peuvent pas le supporter dès qu'ils se mêlent de le leur apprendre, en disant des trucs comme, par exemple, les 3% c'est de la pipe, etc. Oui, ce sont des expressions présidentielles désormais. Et là, c'était le cas pour les EHPAD. Voilà, me dit-il, un président qui vient nous expliquer à domicile, pratiquement, qu'on peut se payer une maison de retraite à 1500 € et qui, voyant bien que la salle commençait à s'agiter, a corrigé sur le ton d'un commissaire-priseur. Enfin, disons, si elle est médicalisée, il a ajouté 1700. Allez, c'est mon dernier prix. Et là, les gens autour de lui, les spécialistes, se sont agités un peu au nom de ce qu'ils savaient de ce métier, le leur. C'est plutôt 2000 ou 2500 en entrée de gamme, et au fond de la Creuse encore, mais on les a fait taire en leur disant « Chut, 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 voyons, le président est en train de parler. » Et le président sait mieux que vous ce que ça coûte, le prix de pension, dans votre établissement. La preuve, au lieu de dire « Excusez-moi », peut-être que je suis dans l'approximation, est-ce qu'un directeur d'EHPAD, là, dans la salle, peut nous éclairer sur ce point? Eh bien, au lieu de dire ça, il s'est entêté, il leur a dit avec sa petite voix de freluqué menteur, là, mais si, je vous assure, allez vérifier, ça fait longtemps que je sillonne les provinces et je suis sûr de mes chiffres. Alors vous allez me dire, comment puis-je vous rejouer ça, moi, cette scène, puisque j'y étais pas? Eh bien parce que tout simplement, il m'a montré l'extrait sur sa page Facebook et sur son petit téléphone à table, et il m'a dit, avec son lourd accent local, eh bien croyez-moi, on se le repasse ça en boucle dans le métier depuis 15 jours. Sur tous les réseaux sociaux, etc. Une telle suffisance dans l'erreur, c'est quand même rare, m'a-t-il dit. Ça, on peut dire que le mec, il n'a pas gagné des points dans la profession. Eh bien, c'est pas tellement parce qu'il ne sait pas, si j'ai bien compris, c'est parce qu'il affirme qu'il sait mieux que nous, m'a-t-il dit. Et on se dit, et on vous dit, s'il est capable de se planter par orgueil aussi gravement, ce monsieur je sais tout, là, sur un sujet qu'on connaît tous, il doit se planter tout le temps sur des sujets qu'on ne connaît pas. Pour ma part, je pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure. Abonnez-vous, merci.